Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes exactement sur la radio Bakambi. Il est exactement 18h30, heure de notre émission. 18h30 pour ceux qui sont à, à Londres. 17h30, 17h30 pour ceux qui sont au Royaume-Uni et au Congo-Brazzaville. Il est exactement l'heure pour nous de commencer notre émission et de pouvoir commenter l'actualité avec nos débatteurs, nos consultants, je dirais. Monsieur Mawel, qui représente l'UPADS en tant que coordonnateur de l'UPADS Europe et Amérique. Il est basé en France. Il défend aussi les Congolais, la communauté congolaise, la communauté francophone. Vous aurez aussi Monsieur Mawel, vous aurez aussi Monsieur Gaïno, qui représente aussi la communauté, qui défend aussi l'actualité et qui est un politologue. À côté de M. Mawel et de M. Gaïno, vous aurez M. Dion, qui lui représente le PCT en tant que président du PCT France. Il nous donnera des nouvelles parce qu'il est en séjour exactement en ce moment à Brazzaville. Et nous commenterons donc avec ces trois. L'actualité congolaise, l'actualité africaine et l'actualité mondiale tout court. L'actualité où nous tous, nous avons besoin de savoir ce que les uns et les autres pensent et comment chacun peut concevoir ou, comment je peux dire, chacun peut essayer d'analyser à sa manière l'actualité avec l'aide de nos consultants. Sans plus tarder, je vais donc les appeler tous les trois pour que nous puissions commencer notre mission. Allô? Oui, allô, bonsoir, M. Gaïno. Bonsoir, M. Caius. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Monsieur Ndion, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Caius, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Écoutez, on fait aller. D'accord. On va faire avec, comme vous dites, ça va aller. Monsieur Mawel, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bilébé, bonsoir, Monsieur Ndion. Bonsoir. Alors, bonsoir à vous trois, hein, chers amis. Je vous remercie pour votre fidélité à cette émission innovante que nous avons lancée tous ensemble et qui permet aux auditeurs et auditrices qui nous suivent partout qu'ils soient dans le monde, ils nous suivent pour pouvoir avoir vos avis d'experts sur l'actualité tout en étant un peu orienté pour ceux qui sont membres d'un parti, pour M. Gaïno qui lui est un politologue. Nous allons aujourd'hui commenter l'actualité africaine qui est très riche et aussi l'actualité du monde et même de l'Europe là où nous sommes pour beaucoup d'entre nous. Moi je vais commencer par dire un gros merci à M. Dion qui lui, si je m'avance, enfin si je me permets, qui est éprouvé mais qui s'est quand même rendu disponible aujourd'hui et qui nous appelle depuis le Congo. Monsieur Dion, je vous remercie beaucoup. Je pense que M. Mawel et M. Gaïno aussi apprécient beaucoup votre effort d'être là aujourd'hui avec nous. Tout à fait. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup, il n'y a pas de souci. D'accord. En tout cas, toutes nos condoléances à votre famille et à vous-même. Nous allons donc commencer notre Elle émission. me vend droit au cœur. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer notre émission avec une nouvelle, encore une fois, malheureusement, qui est triste. Nous avons quand même perdu la communauté congolaise de l'étranger. Nous avons perdu un Congolais qui était animateur d'un site internet que tout le monde connaissait sous le nom de Lion de Makanda. Et chacun d'entre vous aura quand même un jour ou l'autre lu ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, ce qu'il pensait. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, malheureusement, sa perte, sa mort est une tristesse pour la communauté congolaise. Qu'on l'ait aimé, qu'on ne l'ait pas aimé, c'est toujours un homme. Chacun d'entre vous, est-ce que vous avez quelque chose à dire? La vie humaine est sacrée. Et lorsque on perd quelqu'un, un être humain, Oui. qu'il soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle, un citoyen, surtout un citoyen congolais, en ce qui nous concerne, Oui. eh bien c'est toujours triste, c'est toujours malheureux. Donc je profite de cette occasion pour présenter toutes mes condoléances à la famille éprouvée et à l'ensemble de sa classe, de sa formation politique d'où il appartenait. Je ne l'ai pas connu personnellement, cependant, à travers les écrits, à travers ses différentes interventions. Je sais que c'est un opposant au système politique actuel, à la majorité présidentielle actuelle. Oui. Par contre, je respectais bien ses points de vue politiques, qui étaient des points de vue pertinents, hein, d'un patriote qui aimait bien son pays, s'exprimait à tout moment que l'occasion se présentait. En tout cas,
J'ai du respect pour lui et je lui présente je présente à sa famille biologique et à sa famille politique toutes mes condoléances les plus sincères. Merci beaucoup. Monsieur Mawal ou bien Monsieur Gaïno? Écoutez, on est vraiment concerné d'apprendre la mort d'un compatriote, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve. Même, je viens d'entendre Cynthia qui est aussi éprouvé, qui vient de marquer cette consternation-là. Donc, on est tous concernés. Malheureusement, c'est ce qui va nous arriver, on doit s'y attendre, mais on ne sait pas quel jour ça nous arrive. On est tous touchés par cette mort, parce que c'était un compatriote qui avait des idées, qui avait fait l'amour pour son pays, donc pour ses prochains. Et voilà, il nous quitte. Il nous laisse un combat pour la liberté, un combat pour la liberté d'expression. Tout ce que tu souhaitais, c'était que les Congolais puissent s'exprimer librement, vivre librement dans leur pays, sans avoir peur de torture ou de qui que ce soit. Et ce combat, je pense que les Congolais qui nous entendent, on va continuer à faire. Un jour, les Congolais reçoivent cette liberté d'expression qui nous manque. En tout cas, toutes mes condoléances à toute sa famille, à tous ses amis, à tous ses proches. Oui, écoutez, pour ma part, j'ai appris d'abord la maladie, puis la mort de Lion Bakanda, qui était avec nous dans ce combat très très difficile. Peu importe qu'il se soit trouvé dans l'aile gauche, dans l'aile droite ou au centre, mais il avançait avec tous les autres. Et il faut présenter les condoléances d'abord à sa famille physique, hein, mais aussi à tous ceux qui combattaient à ses côtés. Et plus particulièrement les Congolais de Lyon, hein, car c'est Lyon qui m'intervenait. Alors, il faut présenter ses condoléances et dire que c'est toujours triste. C'est toujours triste de perdre un compagnon. C'est toujours triste de voir quelqu'un disparaître quand vous êtes comme ça dans une mêlée très très puissante, très très forte. Mais vous savez, pour les problèmes de santé, nul n'est exempt, nul n'est protégé plus que quelqu'un d'autre. Et cela peut arriver que l'un ou l'autre d'entre nous disparaisse, et c'est le cas aujourd'hui. Encore une fois, mes condoléances vraiment à toutes, mes condoléances à ses amis politiques, mes condoléances à ses amis tout simples, ceux qui touchaient avec lui, et voilà. D'accord. Je vous remercie beaucoup, hein, messieurs. Merci beaucoup pour ces messages de condoléances et de soutien à la famille du défunt. Nous allons rentrer dans le vif de notre débat aujourd'hui. Hein. Il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, je vais commencer par le sommet qui va se terminer, qui est le sommet France-Afrique, qu'on appelle Paris-Afrique. Deux questions. Une question que l'on pose. Est-ce que les Africains vont toujours aller vers l'extérieur pour pouvoir régler leurs problèmes? Est-ce qu'on aura toujours des sommets France, Afrique, Russie, Afrique, Royaume-Uni, Afrique, un pays qui, lui, réunit tout un continent et les Africains ne pourront pas eux-mêmes régler leurs problèmes. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, le sommet de France-Afrique qui s'est déroulé à Paris? L'Afrique est un continent qui attire beaucoup de convoitises. L'Afrique est un continent où chacun veut planter son couteau et tirer sa part. L'Afrique est ce pays, j'ose l'appeler le pays, hein, qui est large et qui est promis un très grand avenir. Alors tout le monde essaie de s'en accaparer. Chacun voudrait être avec l'Afrique quand l'Afrique aura réussi.
Cependant, il n'y a personne qui voudrait donner la part belle à l'Afrique. On voudrait que l'Afrique grandisse, mais en restant plus petite que les autres. Et c'est là que le bas blesse, parce que on ne pense pas à l'avenir de l'Afrique en se disant il faut que l'Afrique grandisse pour que le monde grandisse ensemble avec l'Afrique. Et c'est un peu malheureux. Car l'Afrique est aujourd'hui dépendante de tous les autres. L'Afrique est aujourd'hui cette partie qui est endettée et que tout le monde pointe du doigt. Regardez, ceux-là, ils sont endettés. L'Afrique est ceux pour qui tout le monde est en train de dire il faut il faut annuler les dettes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Or, c'est le continent le plus dynamique, c'est le continent qui contient le plus de jeunes, c'est le continent finalement le plus jeune et qui est en train de pousser tel un champignon et qui va petit à petit éclore. Mais dans son éclosion, qu'est-ce qu'il va emporter? C'est là la grande question. Et c'est là que tout le monde est en train de se précipiter pour être celui qui cueillera le fruit mûr. Alors je dis, il ne faut pas qu'on se penche avec condescendance sur cette Afrique qui est considérée comme une grande malade. Il faut qu'on regarde l'Afrique comme ce continent qui contient l'avenir du monde de demain. L'avenir du monde. D'accord. On va laisser M. John ou bien M. Gaïno. M. Mawel vient de dire que l'Afrique est un continent d'avenir et que c'est un continent qui attire beaucoup d'appétit. Bien sûr que oui. L'analyse de M. Mawel est correcte. C'est-à-dire que non seulement l'Afrique est le continent de l'avenir, mais tout le monde sait que la croissance économique n'existe pas en Europe. Hein. La croissance économique, elle est exogène. On la trouve maintenant en Afrique, d'une part. Et d'autre part, sur le plan démographique, c'est l'Afrique qui est l'avenir du monde sur le plan démographique. En ce sens que la population africaine, aujourd'hui, elle est majoritairement jeune et demain, d'ici l'an 2050, elle sera l'une des populations les plus dynamiques. Troisièmement, sur le plan des richesses, il a été démontré, tout le monde le sait, que c'est l'Afrique qui regorge le plus grand nombre de richesses du sol et du sous-sol. Donc, c'est une très belle femme que tout le monde cherche à courtiser. Je ne pense pas, même pas une seule seconde, M. Mawel, M. Gaïno, M. Kayous, que la France, en organisant cette conférence-là, en organisant cette conférence sur le financement des économies africaines, le fasse de façon désintéressée. Non, pas du tout. La France le fait de façon mercantile, de façon calculée. On ne peut pas lui reprocher. On peut pas lui reprocher. Oui, on ne peut pas lui reprocher, bien sûr. Ouais. Ça, c'est pourquoi j'arrive au bout de mon raisonnement, M. Kayous. Donc, je sais que la France le fait, non seulement de façon calculée, mais parce qu'elle sait que la Chine et la Russie, je peux rajouter même la Turquie, sont en train de prendre le pas sur elle. Donc, il faut chercher à courtiser cette femme-là. On ne peut pas laisser au seul Turc, au seul Chinois, au seul Russe, de pouvoir faire la cour à la plus belle femme du monde actuel sur le plan économique, qui est l'Afrique. Maintenant, je ne crois pas du tout, chers amis, aux politiques de développement exogènes, les politiques économiques. Non. Je pense que le développement de l'Afrique sera basé sur des politiques endogènes. Des politiques endogènes. Donc, ne soyez pas naïfs, c'est parce que la France a organisé ce qu'elle a fait là, ou même d'autres, comme vous l'avez suscité, il y a maintenant des sommets partout. Le sommet Chine-Afrique, le sommet Russie-Afrique, le sommet France-Afrique. Ce n'est pas ces sommets-là qui vont contribuer au développement socio-économique de l'Afrique. Non, c'est
des sommets intra-africains. C'est des politiques économiques endogènes propres à l'Afrique qui vont permettre son développement. Je rappelle que tout l'Occident vit grâce à l'Afrique. Donc, il ne peut pas accepter le développement de l'Afrique. Et encore, si vous rentrez dans le détail, je ne sais pas si on abordera ces aspects-là, on a vu la technique exposée par son Excellence le président Emmanuel Macron pour financer ces fameux milliards. C'est quoi 30, c'est ça, 30 milliards, qui peuvent aller jusqu'à 100, selon lui. C'est la technique des DTS, des droits de tirage spéciaux. Mais c'est quoi ça, les droits de tirage spéciaux? Donc, voyez-vous, c'est comme si hier, c'est un changement de technique très habile. Hier, on nous aidait, ces pays-là, la France et d'autres, nous aidaient à travers ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers, qui étaient fondamentalement basés sur des crédits liés. Je dis bien liés. On veut venir vous construire des stades, des autoroutes, cela. On vous promet des sommes d'argent pharaoniques, mais qui n'arrivent jamais dans vos escarcelles, qui n'arrivent jamais dans votre trésor public, qui n'arrivent jamais dans vos caisses. Parce que les entreprises choisies pour venir faire ces différents travaux-là, eh bien, sont les entreprises étrangères, sont les entreprises françaises. Donc, l'argent ne quitte même pas le territoire français, ne quitte même pas le territoire européen pour arriver en Afrique. Donc, moi, je ne suis pas naïf. C'est bien toujours, mais les Africains, nous les Africains, nous devons d'abord compter sur nos propres efforts avant de compter sur les efforts des Occidentaux. D'accord. Monsieur Gaïno, qu'est-ce que vous pensez-vous de ce que dit M. Durand, de ce que dit M. Mawen, et puis de votre... Écoute, moi, je veux pas encore de leurs idées. Ils ont des idées qui sont assez bonnes. Mais moi, tout simplement, ce que je dis, c'est que je ne condamne pas la France, parce que la France défend ses intérêts. La France a des intérêts en Afrique. Et donc, c'est toujours une occasion pour la France de s'affirmer sur ce continent. Ce qui est triste et ce qui est réel, c'est d'abord nos propres chefs d'État qui font preuve de manque d'initiative. Parce que, comme l'a dit M. Dion, l'Afrique ne pourra pas se développer en allant commander toujours de l'argent ailleurs. Nous avions de l'argent. Il suffit seulement de bien gérer cet argent et d'organiser nos pays. Malheureusement, la coopération interafricaine est absente et les responsables politiques ont toujours le regard ailleurs, en allant commander ailleurs, parce qu'ils ont été plantés là pour servir les intérêts de ceux-là qui, quand ils sont dans des situations très difficiles, ben, ils vont vers eux, ils tendent la main, ils les appelle, venez, ils viennent comme des chiens, en famille. Et puis après, ils repartent sans rien parfois. Alors, vous voyez que la situation africaine ne pourra pas se résoudre à travers les sommets, qui sont organisés par ces grandes puissances, qui ne les organisent pas pour nous. C'est pas pour notre intérêt, c'est pour leur intérêt. C'est pour sauvegarder leur intérêt. C'est en Afrique qu'ils ont tous les minéraux les plus rares. C'est en Afrique qu'ils ont l'uranium, l'or, le diamant, tout sais-je, le bois. Et donc, lorsque une puissance sent que l'Afrique s'échappe ou que certains pays s'échappent, qu'est-ce qu'il fait? Ce pays-là organise des sommets. Comme on les voit, qui se multiplient. Et pourquoi il n'y a pas ces sommets en Asie? Pourquoi ces grandes puissances ne vont pas organiser ces sommets avec les pays asiatiques? C'est toujours en Afrique. C'est donc lié à notre propre faiblesse. Et j'en appelle à la conscience africaine. Qu'on ne peut pas, aucun pays ne s'est développé avec de l'aide. Jamais. On se développe avec des idées, avec le travail, avec le concours des siens, et non avec les prédateurs. Et ces sommets-là sont des sommets qui nous soumettent encore à l'esclavage. Parce que venir commander, on est jamais fort devant ceux-là qui ont sommet. On est faible. Alors il faudrait que vraiment les dirigeants africains prennent conscience que l'Europe s'est construite en créant l'unité, l'Union européenne, quand la vraie Union africaine. Quand, à quel moment les Africains vont prendre conscience qu'on ne peut pas se développer individuellement, que ces pays-là ont besoin de l'unité. Mais l'unité passe d'abord par des moyens de communication. Il faut commencer par là, par le travail, travailler les routes, travailler les moyens de communication pour que le peuple puisse s'unir pour enfin se développer. Mais c'est pas en venant commander ou en organisant des sommets, la Chine, le Japon,
la France, tous ces pays-là viennent tout simplement pour piller nos richesses. Alors, si je vous comprends, je vous demanderai d'être un peu plus court avec vos réponses pour qu'on essaye d'aborder un peu plus beaucoup de sujets. Quand vous dites ça, ça veut dire que vous constatez que l'Afrique, elle perd dans ce genre de sommet. Est-ce que depuis 1960, on va prendre comme date de référence pour les indépendances, vous pensez vraiment qu'il n'y a pas un dirigeant africain qui ait vraiment voulu développer l'Afrique, du moins développer son pays? Alors, moi, j'enchaîne en disant qu'il y en a surtout en Afrique, en Afrique anglophone. On voit, par exemple, oui, un pays comme le Ghana, j'ai fait l'interview accordée par le président du Ghana ce matin sur France 24. Oui, c'est comme des pays qui se développent, des pays qui, malgré tout ce que l'on sait, essaient quand même d'émerger. Mais malheureusement, ces pays-là ne peuvent pas émerger tout seuls. Il faut l'union. Il y a des présidents il y a des leaders politiques qui ont décidé, qui veulent bien faire progresser l'Afrique. Mais malheureusement aussi, on en a ceux qui sont là, qui ont qui n'ont que seule ambition se faire voir, être là au pouvoir, mais en réalité, ils servent les intérêts des autres. Mais ce sont ceux-là qui nous ramènent vers le siècle dernier, c'est-à-dire vers l'esclavage. Pour leur intérêt, tout simplement. D'accord. Pour que donc, il faudrait d'abord créer l'unité entre nous d'abord et ensuite réaliser les échanges commerciaux. Voilà. D'accord. Monsieur Mawel, vous pensez quoi? Vous pensez vraiment que l'Afrique, il y a eu des présidents qui ont été tués, on a vu le président Déby récemment assassiné, on ne sait pas par qui, mais il y a des versions divergentes et on n'a pas vraiment la bonne version. Est-ce que vous pensez que les dirigeants africains qui sont au pouvoir, notamment ceux dont on reproche qu'ils ont une longévité qui dérange parfois, est-ce que ce ne sont pas ceux-là qui ont bien compris comment faire pour survivre au pouvoir face à des prédateurs comme vous venez de le dire? Écoutez, vous avez toujours cette tendance à poser les questions de façon vicieuse. Allez-y. Non. Ceux qui ont une longue durée au pouvoir ne sont pas forcément ceux qui ont su mieux tirer leur épingle du jeu. Ils sont toujours là, mais si nous examinons bien, nous nous rendons compte que c'est en étant meilleur valet de cet impérialisme occidental qu'ils sont sur place. Ils sont là et ils servent les intérêts de ceux qui les ont envoyés comme préfets. Et à ce moment-là, effectivement, ceux-là n'agissent pas, ils les laissent faire, surtout, ils les laissent mal faire. Mais, par contre, il existe, on va prendre tout au départ, si on prenait des photos instantanées, les instantanées, eh ben, on a eu Sékou Touré qui, en 1958, a dit non. Et vous savez, qu'est-ce qui lui est arrivé derrière? Oui. La France, ce fils aîné de l'Église, la France, ce pays des droits de l'homme, a noyé ce pays dans les faux billets du franc guinéen. Nous avons vu Sylvanus Olympio qui a osé simplement dire « Je vais créer une monnaie togolaise ». 3 jours après, il était assassiné par Iadema, commandité par la France. Ça, c'est l'instantané du début. Si je prends ça, c'est ce que nous disons ou c'est ce que nous pouvons prouver? C'est ce qui se passe. Ce sont des faits. C'est des faits historiques, hein, Caius? Oui, mais est-ce que la France a été condamnée pour des faits que certains lui impliquent? Et est-ce qu'on l'a traduit en justice? Donc ça veut dire qu'on n'a pas de preuves. On peut soupçonner, mais on n'a pas de preuves. Monsieur Maroc, vous pouvez continuer? Ce ne sont pas des soupçons, ce sont des faits. Ce sont des faits. Et d'ailleurs, je ne me targue même pas de faire une analyse de ces faits. Et vous qui nous parlez de preuves ou quoi, il faut qu'il y ait un
tribunal. Il n'y a pas de tribunal, il n'existe pas de tribunal pour juger ce genre de faits. Oui. Il n'y en a pas. D'autant plus que, dans les cas que j'ai cités, la France est celle qui faisait, et c'est la France qui s'institue en commentateur de ces mêmes choses. D'accord. Je vous donne à vous tous à peu près quand même 3 minutes. Monsieur Mawel, vous avez déjà un peu légèrement dépassé. Si vous pouviez être un peu succinct. Parce que je vous rappelle que Monsieur Ndion appelle depuis le Congo et que la communication lui coûte très cher. Absolument. Si je prends un autre instantané au milieu, nous avons Monsieur Kadhafi qui a voulu créer un fonds monétaire africain, Oui. qui a permis de lancer un satellite de communication africain et qui a voulu que l'on ait quelque chose qui s'appelle Union africaine avec des intentions très sérieuses d'en faire une façon économique. Enfin, si on doit prendre un instant plus proche de la fin, Monsieur nous a démontré qu'on Monsieur était capable qui de... On n'a pas entendu, il y a eu du bruit. Vous avez dit Monsieur qui? Mangafouli, D'accord. Qui est le... Vous pouvez préciser qui il est, Monsieur qui vient Mangafouli? de mourir. Qui vient de mourir. Le président Il y de a la Tanzanie, quelques vous mois. voulez dire. Tanzanie. Il nous a démontré qu'on était capable de faire, D'accord. qu'on était capable de faire. Et que nous n'avons pas forcément pour cela besoin de l'extérieur. Le Ghana est en train de nous prouver aujourd'hui. Le Ghana a refusé, D'accord. aidé par le Front monétaire international. Le Ghana a osé dire, le président du Ghana a osé dire devant M. Macron qui se tenait à côté que c'est fini cette période où il fallait toujours que les pays occidentaux viennent intervenir. D'accord. Monsieur Mawel, on peut laisser les autres intervenir, s'il vous plaît, parce que vous avez dépassé vraiment les 3 minutes. Bien sûr, allez-y, allez. D'accord. Monsieur Gaïno, on a dépassé vraiment cette période coloniale où il y a maintenant ce qu'on appelle un nouveau néocolonialisme qui est apparu. Est-ce que vous pensez que l'Afrique... Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, on peut le dire ainsi qu'il y a le néocolonialisme qui est là, qui est présent. D'ailleurs, M. Mawel, en disant ça, il a fait la démonstration comment les dirigeants africains sont malmenés, tués dès qu'ils quittent la route qui leur a été tracée. Alors, plus récemment encore, on a vu d'ailleurs la mort de celui que tu as cité, Idriss. Idriss Déby a été tué parce qu'il commençait à dénoncer. Donc, lui-même, il a vécu et il a participé. Il a bien dit que sa constitution, la constitution du Tchad, c'est pas l'émanation de lui qui voulait bien partir. On lui a imposé. Et maintenant qu'il a compris que vous m'avez imposé, voilà maintenant là où j'en suis. On sait ce qu'on a fait. Voilà, il a été exécuté. Donc, c'est toujours comme ça. Et je pense que nous sommes dans une période de néocolonialisme. Et c'est à nous, justement, de nous en sortir. Et pour nous en sortir, il faudrait des gens capables d'accepter de tout s'approprier au profit de leur peuple, en refusant justement ces faux sommets, ces semblants de sommets. Ce sont des sommets qui ne rapportent rien. Vous allez voir que le Congo, quand vous voyez ce que M. Mawel a appelé le sous-préfet, que tout le monde, bien sûr, on convient de les appeler les sous-préfets, ils se battent pour être présents à ces sommets-là. Ils se battent. Mais en réalité, après ce sommet, quel est le résultat? Il est le même. Le peuple souffre. Donc, ce ne sont pas des sommets pour le peuple, ce ne sont pas des sommets pour sauver l'Afrique, pour financer les économies de l'Afrique, ce sont des sommets pour financer les économies de l'Europe, ce sont des sommets pour maintenir toujours le sous-préfet qu'ils ont placé là et qui nous massacrent. Voilà toute la différence. Et il faudrait que les élites congolaises ou africaines comprennent que ces sommets-là sont des sommets organisés pour nous rendre encore dépendants d'eux, pour nous rendre encore esclaves économiques. Vous voyez? Donc, je pense que là aussi, nous devons condamner fermement ce genre de sommet. D'accord. Monsieur Dion, vous qui êtes au Congo et vous qui êtes à la fois
un acteur économique, vous êtes professeur en économie, vous êtes aussi membre d'un parti politique qui est le PCT avec le président qui a été élu, mais qui est aussi critiqué par les autres. Vous pensez que le président Sassou est un préfet? Écoutez, moi je pars du principe, on va généraliser beaucoup plus simple, Oui. je pars du principe que aucun pays ne peut vivre en autarcie et que participer à un sommet, c'est pas mauvais en tant que tel, mais il ne faut pas s'y attendre à grand chose comme l'a dit mon frère Gaïno. Il ne faut pas s'y attendre à grand chose. C'est des messes, c'est des messes, c'est des messes. C'est tout. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, j'aimerais faire observer quand même, moi, en tant que professeur d'économie, je n'ai pas un seul exemple en Afrique, mieux, un seul exemple de la zone francophone de pays aidé par la France et qui s'est développé en Afrique. Je ne connais pas un seul exemple. La coopération économique, la coopération internationale existe depuis longtemps. Si je me limite seulement à 1960, année autour de laquelle tous les pays africains ont obtenu leurs indépendances, à quelques exceptions près, Oui. je ne connais pas un seul pays africain qui ait pu se développer économiquement grâce à la coopération avec la France. Donc, ça ne va pas commencer aujourd'hui. Maintenant, de façon globale, oui, que la majorité des chefs d'État africains sont des préfets de la France, puisque, comme on peut le constater, à travers le phénomène, soit de la France-Afrique, soit à travers les différentes élections, même l'aspect négatif, les coups d'État qui sont réalisés en Afrique, les différentes morts des chefs d'État africains, brillamment d'ailleurs cités par mon frère Mawel, depuis 1960 aujourd'hui, tous les chefs d'État qui ont voulu le développement de l'Afrique, qui ont voulu l'autonomie de l'Afrique, qui ont voulu l'indépendance économique de l'Afrique, soit politiquement, soit par la création d'une monnaie, soit par la création d'une zone économique et monétaire, ont toujours été tués, quelles que soient les manières, par le pays que nous connaissons, à la métropole. OK? Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, moi, en conclusion, je dis que le développement de l'Afrique, ça ne passera pas par des sommets organisés par la métropole, non. Le développement de l'Afrique passera par l'unité africaine, l'unité à travers les différentes zones économiques et monétaires, et les zones douanières, les zones commerciales, notamment la toute dernière qui a été créée, qui fait un peu l'assemblage de toutes, la ZLECA, la zone économique de libre-échange africaine. Lorsque tous les pays africains, unis comme un seul homme, comme les 5 doigts de la main, seront donc ensemble, travailleront sur tous les plans, le plan commercial, le plan économique, le plan financier, le plan monétaire, le plan militaire pour assurer notre propre sécurité. Vous allez voir que nous allons nous développer. Mais tant que nous travaillons, chaque pays va tout seul. Mais tout seul, vous savez, hein, M. Cayus, on va vite, hein? Oui. Mais après, on se casse la tête. Or, ensemble, on va moins vite, c'est vrai, mais avec beaucoup d'assurance. Et là, on pourra faire face aux grandes puissances qui sont la France et les autres. Mais je ne pense pas que la solution du développement du continent africain passe par des sommets. D'accord. Alors nous, on va aborder tout de suite, comme vous avez abordé le deuxième volet de notre débat qui a commencé, c'est, on l'a attendu, tout le monde était braqué, enfin tout le monde était les yeux rivés sur Internet, pour ceux qui sont à l'étranger, et même ceux qui sont au Congo, à RTD Congo tous les jours. Le gouvernement Makosso, on va dire, Makosso Ier a été promulgué, et on a vu qu'il y a eu des entrées fracassantes, des entrées qui ont surpris les Congolais, qui pour certains sont en train de nous dire que on rentre dans un ère monarchique au Congo, ou bien pour d'autres c'est une ère moderne, ce sont des jeunes de 60-70 qui prennent le pouvoir. Alors, monsieur Ndian, je vais commencer par vous. Le gouvernement Makosso Ier vous inspire quoi? Eh bien, le gouvernement Makosso, je ne sais pas pourquoi vous dites premier, parce que vous vous attendez à un changement gouvernemental après les élections de 2022. Les Congolais ont eu un Mwamba 1, Mwamba 2. Donc, on pense que ce sera Makosso Ier et Makosso 2 peut-être un jour. Alors, Makosso Ier, qu'est-ce que écoutez, eh bien, le gouvernement de Anatole Makosso Ier, comme vous dites, m'inspire de la modernité que de la monarchie, comme vous le dites. On ne peut pas prendre un exemple infinitésimal et faire toute une action là-dessus, toute une théorie là-dessus. C'est parce que le fils du président de la République, son Excellence, Monsieur le ministre Denis Christian Sassou Nguesso a été nommé ministre de la coopération internationale et de la promotion
du partenariat public-privé Oui. qu'on va parler de monarchie. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, je dis ceci. Que ce soit l'accession au pouvoir, au poste ministériel de son Excellence M. Denis Christel Sassou Nguesso, que ce soit le membre de l'UPADES, M. Saï, qu'on a fait appel pour participer au gouvernement de M. Makosso premier, comme vous dites, moi je pense que ce sont des bonnes choses. Pourquoi ce sont des bonnes choses? J'argumente en 2 minutes. C'est des bonnes choses pourquoi? Parce que j'estime que on ne peut pas toujours continuer à travailler avec l'ancienne classe politique. Il faut quand même une nouvelle génération pour amener de la vitalité, un son nouveau, une nouvelle vision, une nouvelle dimension. Donc, je pense que c'est bien quand même d'amener quelques jeunes. Deuxièmement, je pense que M. Saï, bien qu'étant membre de l'UPADES, est un Congolais. Je pense que M. Denis Christel Sassou Nguesso, bien qu'étant le fils du président de la République, Denis Sassou Nguesso, est un Congolais d'abord. Ce sont des Congolais qui ont des compétences, qui ont des qualités professionnelles, des qualités intellectuelles, qui ont des diplômes, qui ont de l'expertise, qui sont intelligents. Ils ont fait leurs preuves dans les différents domaines dans lesquels ils ont travaillé. En ce qui concerne Denis Christel Sassou Nguesso, il est quand même, il a fait des études notariales, il a un diplôme d'études supérieures en droit, il a fait des études au Congo d'abord à l'école militaire des cadets de la Révolution, ensuite en France, ensuite aux États-Unis, encore en Angleterre aussi, d'après ce que j'ai compris. Bref, il a dirigé quand même une grande fondation, sinon l'une des plus importantes, qui est la Fondation Perspective d'Avenir, mais il a travaillé au niveau de la structure pétrolière du Congo. Il a fait quand même ses preuves. Donc, à mon avis, qu'il soit nommé par son Excellence M. Makosso en tant que ministre de la coopération internationale, la promotion du partenariat public-privé est une bonne chose parce qu'il va amener une nouvelle touche, une nouvelle dimension, une nouvelle vitalité. Quant à M. Saï, c'est un Congolais aussi, je termine par là. C'est un Congolais. Il fait partie de l'opposition, certes, mais c'est un Congolais, comme tout le monde, comme vous et moi. Il a des compétences, il a des qualités. Il n'y a aucun mal que M. Makosso ait ouvert ce gouvernement, même à l'opposition, pour que tout le monde, pour que M. Saï apporte sa contribution au développement socio-économique du Congo. Moi, je ne vois aucun mal à ça. Ni sa nomination, ni celle de M. Denis Christel Sassou Nguesso. D'accord. Donc, monsieur, on va laisser d'abord M. Gaïno, parce que vous avez interpellé M. Mawel, il vous répondra après. M. Gaïno, pour vous, le gouvernement Makosso premier. Je suis pas surpris de la réponse de décision. Parce que moi, je crois qu'il faut quand même qu'on soit honnête intellectuellement. Lorsqu'on adhère à un parti, on a des convictions. Parce que ce parti a un programme et on adhère à ce programme. Et une fois on adhère à ce programme, quand on a cette conviction, surtout lorsqu'on est un dirigeant, ben on ne voltige pas comme ça. On ne va pas d'une fleur à une autre parce que voilà, d'abord on a senti une odeur qui est très bonne et puis on quitte la fleur là où on était, on va là-bas, sentir l'odeur là-bas, fleurer bien et puis après on revient. Non, c'est franchement tout ça de ridicule. Lorsque vous allez voir un jour dans les grands pays, un républicain aller je ne sais pas où, vous allez voir... Mais on l'a vu avec Macron. On l'a vu avec Macron, Gaïno. Macron n'est pas allé par dans le Front National. Bruno Le Maire est un exemple palpitant. Oui, mais déjà, la droite, franchement, la République en marche, c'est un nouveau mouvement qui a été créé, mais qui est presque, je dirais, au centre. Tu as les gens de gauche, d'ailleurs, le Parti socialiste aujourd'hui, c'est des marques de l'air. Le Parti socialiste, c'est des marques. Donc, je ne peux pas comprendre franchement ce qui se passe au Congo. Alors, avant les élections, on prend pas position. Après les élections, on change de position. Alors, on trompe le peuple. Quand vous allez aux élections, qu'est-ce que vous dites au peuple? Voici mon programme. Voilà ce que je vais réaliser. Et vous critiquez les adversaires. Et puis après, l'adversaire élu, vous changez de position. Vous devenez maintenant avec cet adversaire-là, donc vous avez critiqué son programme. Non, M. Ndion, s'il vous plaît. Alors, je reviens quand même à l'essentiel. M. Makosso, il a été ministre de l'enseignement. Et regardez le niveau scolaire du Congo. Regardez les écoles. 365 enfants dans une même classe. Qu'a-t-il fait? Quel a été son programme? Les programmes allaient au Congo. Moi, j'étais au Congo à l'époque parce qu'on voulait faire
des factures pour des élèves. J'ai demandé le programme de l'enseignement du collège en partant de l'école secondaire. Il n'y en avait pas. À l'époque, maintenant il y en a. Bon, maintenant il y en a, j'en doute, mais on étudie quoi? Qu'est-ce qu'on étudie? Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes Congolais? Est-ce qu'on leur apprend à connaître ce qu'ils mangent? Est-ce qu'on leur apprend quoi? Dans une classe de 365 élèves, moi j'ai eu la chance de faire mes études dans un établissement, nous étions de 65 de la 6e en première. Et là, vous avez tenu même plus l'effectif d'une classe. Vous vous moquez de qui? Et ce monsieur-là, qui prend la primature, entouré des anciens dinosaures, les éternels ministres, qui sont toujours là, les plus influents, avec un fils qu'on prépare déjà pour le lendemain. On invente des postes. Et ce n'est qu'au Congo, s'il vous plaît, où le gouvernement, une fois proclamé, on a oublié un certain monsieur, on va le chercher, on le nomme 2 ou 3 jours après. D'accord, monsieur Gaïno, on va aborder cette partie, mais pour vous, vous n'êtes pas d'accord, le gouvernement Makosso ne porte pas d'espoir. Est-ce que je peux avoir, monsieur Gaïno? Allô, on m'écoute? Oui, parce que vous avez, oui. Est-ce qu'on m'écoute? Oui, on vous écoute, monsieur Gaïno. Allô? Oui, monsieur Gaïno, on vous écoute. Monsieur Mawel, monsieur Mawel. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du gouvernement Makosso premier? Allô? Monsieur Gaïno, on vous écoutait, on vous a entendu. Oui, parce que, bon, tu sais, WhatsApp, quand quelqu'un appelle, ça y est, quoi, on vous coupe. Ouais, je disais que, bon, même si ce volet-là, on va l'évoquer. Oui, on va l'évoquer tout à l'heure. On avait monsieur Mawel qui commençait à répondre. Ah, mais je voulais tout simplement, je termine en disant que, écoute, nous sommes dans un bateau qui est perdu et ce n'est pas demain qu'on va retrouver ce bateau. Voilà. Merci. Monsieur Mawel. Je lui laisse la parole. D'accord, tout à l'heure. On va reprendre. Oui. On va continuer. Monsieur Mawel. Oui, monsieur Bélégué, il faut en faire une analyse très simple. Hein. Je pense que ce n'est pas le moment d'aller dans de langues envolées ou quoi. Oui. C'est très simple. Nous avons un président qui a été élu avec un corps stalinien. Et que nous, on a refusé d'y aller. Nous, le PADEF, nous avons refusé d'y aller. Ça, c'est d'un. De deux, nous avons M. Mwamba qui a lamentablement échoué sur tous les domaines. Si vous en connaissez, citez-moi un. Il a échoué. Je dirais qu'il est resté 2 fois Premier ministre. Il a réussi à rester 2 fois Premier ministre. Il a réussi quoi, pardon? Il a réussi à rester 2 fois Premier ministre. Oui, ça, c'est tout le monde sait qu'on peut rester 1000 fois. Cela ne veut pas dire qu'on réussit. D'accord. Non, c'était juste pour. Ça ne veut pas dire qu'on réussit. Donc, pour être plus sérieux, allez-y, monsieur Mawel. Allez-y. Ce qui était attendu de vous. Oui. Eh bien, M. Mwamba n'a rien réussi de ce qui était attendu de lui. M. Koliné Makosso, Anatole Koliné Makosso, qui était le ministre de l'Enseignement. Je ne vais pas paraphraser M. Gaïno, mais je vais encore dire, il a lamentablement échoué. Que le président Sassou Nguesso stalinien décide de prendre cet homme qui a échoué pour en faire un premier ministre, c'est le premier signe. Nous avions parlé déjà de ça. Là, nous parlons des membres du gouvernement. Vous restez un peu trop sur M. Makosso, même si j'ai dit Makosso premier, mais nous parlons maintenant des ministres qui font leur entrée ou qui se maintiennent. Et j'ai l'impression que tout le monde focalise beaucoup plus sur M. Koliné Makosso. Il faut commencer par le premier d'entre eux. C'est une obsession politique. D'accord. On en a parlé la semaine dernière, M. Mawel. Monsieur Anatole Koliné Makosso. Et donc, cet homme qui a échoué ne pourra que échouer dans ce qu'il va faire. Il prend, ou plutôt il se fait imposer un ministre. Ah bon? Il se fait
imposer un ministre, fût-il le fils du président de la République, qui a des affaires un peu partout, il est poursuivi en France, il est poursuivi aux États-Unis. C'est quelqu'un qui entre en traînant toutes sortes de casseroles qui ne peuvent que le ralentir. Au bout de temps, certains pensent qu'il est placé là que pour lui permettre de se servir de ce gouvernement comme piédestal pour assurer une succession dynastique à M. Denis Sassou Nguesso. Alors, évidemment, on n'évitera pas de parler des traîtres. On n'évitera pas de parler des traîtres. Ça aussi, on va l'aborder, M. Mawel. Moi, je vais vous laisser, je vais vous donner un extrait. Je voulais faire écouter un extrait de Maître Bourdon qui, lui, nous dit ce qu'il pense, lui, de l'entrée au gouvernement du fils du président, en sachant que pour les Congolais que nous avons pu avoir. Avec le dernier. Nous avons M. Pierre Mabiala, traître de l'UPADES. Nous avons M. Koussou Mavou, traître de l'UPADES, qui a été balayé. Et nous avons, surprise du roi, M. Honoré Saï, un autre traître. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui utilise le mot trahison, c'est lui-même. Dans sa toute première intervention, il parle de trahison. Lui. Et non quelqu'un d'autre. Alors moi je dis, Saï a très mal pioché parce qu'il est tombé sur le plus mauvais des ministères, là où il ne peut pas du tout réussir. Et je vous préviens que pour nous, à l'instant où il a été nommé, eh ben, il n'est plus membre de l'UPADES. D'accord. On va écouter un extrait. J'espère que vous avez votre autre appareil pour écouter. On écoute un extrait de ce que dit Maître Bourdon et de ce que M. Thierry Mongala donne comme réponse sur l'entrée au gouvernement de M. Mongala. Familles ont été saisies aux États-Unis et Denis Christel s'est toujours présenté comme héritier de son père. C'est un personnage puissant qui bénéficie de réseaux importants. Et là, il sent que le compte à rebours est en train de s'égrener, qui rentre au gouvernement. Voilà, je pense que ce petit tour de passe-passe minuscule va pouvoir être une espèce de judiciaire qui ne le sera pas et rendra des comptes comme les autres. Je vous ai demandé d'avoir un autre appareil pour écouter. Dans les prochains mois, un gigantesque des circuits opaques d'évaporation d'argent public dans de nombreux pays. D'accord. Bon, moi j'avais demandé que vous écoutiez avec un autre appareil pour que les auditeurs puissent suivre avec une meilleure qualité. Donc c'était Maître Bourdon qui considérait que le nouveau ministre Denis Sassou Nguesso faisait son entrée pour échapper à la justice, comme l'a dit M. Mawel. Pour les Congolais, c'est une forme de préparation à succéder au père. Moi, je vais poser une question comme d'autres le pensent et le posent. Pourquoi, M. Ndian l'a abordé, pourquoi ce n'est qu'en Afrique francophone où les enfants des chefs d'État rentrent en politique et sont souvent des héritiers? Bien, c'est faux. Je voudrais reprendre un peu ça parce qu'il faut savoir que le monsieur Christel Denis Sassou Nguesso, par rapport, nous allons suivre par rapport à l'article de la Constitution congolaise, article 55, qui dispose de ceci. Tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi et enfin. Alors, lorsque, ça c'est la constitution de M. Sassou Nguesso lui-même. Lui-même, il n'a jamais déclaré ses biens. Tous les ministres nommés n'ont jamais déclaré leurs biens. Et ils sortent, ils ne déclarent jamais leurs biens. Vous voyez quand même que ce monsieur-là, il est fantastique. C'est lui qui met en place une constitution, mais il est incapable de respecter même le premier article de sa constitution. Aujourd'hui, il fait n'importe quoi en mettant son fils là, mais tout le monde connaît. Mais on n'a même pas besoin de ce fils-là, c'est quelqu'un qui ne peut pas déclarer ses biens
Parce qu'il est poursuivi partout. Il est poursuivi partout. Vous allez voir qu'aucun ministre ne va déclarer ses biens, les sortants ou les entrants, y compris son fils. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces hommes-là? Non, c'est à gaminer. Et le Congo jouerait le pays le plus ridicule au monde à cause de ce comportement-là. Monsieur Sassou, il n'a qu'à faire ce qu'il fait, nommer son fils, il peut dire, bon, mais écoutez, moi je m'en fiche, Monsieur Denis Christel, je te nomme président, moi je me retire, je prends ma retraite, ou alors gouvernons ensemble, et je suis le président, tu es le vice-président, et puis ainsi de suite. Monsieur Gaïno, juste une petite parenthèse. Pourquoi c'est dérangeant que le fils du président devienne un ministre ou un député, et pourquoi il ne serait pas acteur politique? C'est ça un peu en même temps la question. On lui reproche d'être un acteur. Je vais répondre en des mots. C'est dérangeant parce que d'abord, le fils est le premier détourneur de l'argent public, le plus incapable qui n'a jamais pu réussir là où il a dirigé. Et donc, cet homme-là ne peut pas être nommé parce qu'il est même poursuivi en justice. Et au Congo, si on était dans un État, il serait aujourd'hui en prison. Parce que c'est quelqu'un qui a détourné partout où il est passé. Donc, comment voulez-vous que ce fils-là soit nommé à des hautes responsabilités? Ce n'est pas normal. Lorsqu'on est poursuivi par la justice, on démissionne quand on a des hautes fonctions. Lorsqu'on assure les hautes fonctions, on démissionne. Au Congo, on ne démissionne pas, au contraire, on nomme ministre pour lui donner un passeport diplomatique, il peut voyager partout, faire ce qu'il veut. C'est une couverture et monsieur l'autre a raison. Il veut préparer son fils, mais en même temps, il faut lui mettre une couverture pour qu'il n'aille pas en prison. Voilà. Moi, je pense que monsieur Gaïno, vous êtes dans des affirmations qui n'ont pas de preuves. D'accord, j'ai lu l'article de la Constitution. J'arrive. Cet article de la Constitution n'est pas nouveau. Hein? Oui. Et il n'est pas propre au Congo seulement. OK? Je ne le justifie pas. Mais je n'ai jamais vu au Congo, depuis que cet article existe, je n'ai jamais vu qu'un ministre qui ait pu déclarer son patrimoine avant l'élection, avant la nomination d'un gouvernement. Cela dit, M. Ndion, ce n'est pas seulement les ministres qui doivent le publier, c'est l'ensemble des hauts fonctionnaires qui sont nommés. Voilà. Je n'ai jamais vu ni l'ensemble des hauts fonctionnaires, comme vous dites, ni les ministres au Congo, encore moins. Pas seulement à la période de Sassou Nguesso, même au temps de Pascal Lissouba et consort. Bon, non, dans l'ensemble de la cette constitution, c'est celle de Sassou Nguesso, la nouvelle constitution. Donc, vous trouvez normal. Non, attendez, M. Ndion. Donc, vous trouvez normal. Non, je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça, que j'accepte que la constitution soit violée. Pas du tout. J'ai seulement dit que c'est pas la peine de vous éternuer, c'est pas la peine de vous accroupir sur un seul cas. Tous les ministres, tous les hauts fonctionnaires, depuis le président de la République, depuis le Sénat, les députés, personne n'a jamais fait ça. C'est pas que Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? J'aurais souhaité, par exemple, qu'on commence ça aujourd'hui. Il y a un début à tout, mais on n'a pas encore commencé. OK? J'espère qu'un jour on commencera. Par ailleurs. Monsieur Ndion, est-ce qu'on vous a posé une question par M. Gaïno? Est-ce que c'est normal? Christel, Sassou Nguesso, tout le monde doit le faire. Oui, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est normal que les autres n'aient pas publié? C'est ce qu'on demande. C'est tout à fait anormal et M. Gaïno est en train de souligner cette anormalité. Je suis d'accord. Monsieur Ndion, je suis pas contre. Monsieur Ndion est d'accord avec vous. Hein? Il est d'accord. Mais ce qu'on lui reproche, monsieur... Allez-y, M. Mawen. Comment se fait-il que la constitution de M. Sassou de 2015 ne soit absolument pas du tout respectée? Si M. Sassou a jugé bon de changer la constitution, c'est certainement parce que la précédente n'était pas bonne. Eh bien voilà, celle-ci, la toute nouvelle, qui a été instituée là par M. Denis Sassou Nguesso, taillée à sa mesure. À sa propre mesure. Il ne la respecte pas et il se complaît
à ce que tout le monde, tous les hauts fonctionnaires, tous les ministres et surtout son fils qu'il vient de nommer ministre, ne puisse pas du tout déclarer quoi que ce soit. Mais est-ce qu'ils ne vont pas déclarer parce qu'ils viennent à peine d'être nommés et ils n'ont pas encore pris pour certains, ils n'ont pas encore fait tout le monde, ils n'ont pas tous fait encore leur passation de service. Hein. Est-ce que là on leur prête pas c'est un procès d'intention comme dirait monsieur Ndion, est-ce qu'on ne peut pas leur laisser prendre déjà leurs fonctions? Peut-être qu'ils vont changer. Christelle a déjà pris ses fonctions parce que il y a eu déjà passation de service. Ce qui s'est fait samedi, donc on attend lundi. Ça s'est fait samedi, donc on attend lundi. Est-ce que c'est pas un peu ça? Moi, ce que je voudrais un peu, excusez-moi, hein, je sais que M. Mawel, vous êtes en train de parler. Est-ce que ce que nous reprochons aujourd'hui au pouvoir, et c'est pour certains, c'est quand même justifié, est-ce que l'opposition, M. Mawel, c'est ce qu'on vous pose comme question, comment expliquez-vous l'entrée au gouvernement de M. Nsayi? Vous avez cité 2 ministres qui ont été des traites, M. Kousouma Vungu et M. Mabiala. C'est ce qu'on vous reproche un peu, entre guillemets. L'UPADS ne dit jamais rien, mais il y a toujours des gens qui rentrent au gouvernement et vous finissez toujours par les licencier. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre politique? Vous savez, vous voulez me faire entrer en psychologie, c'est ça? Je sais pas. J'essaie de vous poser un assez large éventail de questions et c'est à vous de nous dire ce qu'il en est. L'UPADS, vous positionnez un peu comme, entre guillemets, toujours la victime de vos membres. Mais bon, je vais vous dire un peu comment les Congolais analysent ce que j'ai compris. Vous allez me dire non, M. Marais, si vous allez me contredire. Je sais que vous êtes très pointilleux sur certaines choses. Il paraît, on ne va pas dire que c'est il paraît, mais l'analyse des Congolais, c'est comment se fait-il que M. Nsayi peut rentrer au gouvernement sans que le secrétaire général ne soit au courant? On n'a pas entendu l'UPADS 6 ans, oui ou non, comment dire ça, acter le fait que le prince Assou soit élu. On n'entend pas l'UPADS, mais on vous entend aujourd'hui vous plaindre que le numéro 3, qui n'est pas n'importe qui, soit rentré au gouvernement. Pourquoi il est rentré au gouvernement s'il n'y a pas au sein du parti des désaccords qui font que la politique menée ne lui convient pas? Si vous saviez comment cela se passe en termes de nomination, il y a les consultations qui sont des consultations tout à fait personnelles. D'accord. M. Saï, qui d'ailleurs a dit je ne vous dirai pas si j'ai été consulté ou pas. Mais forcément, il a été consulté. Absolument. Sinon, on ne le nommait pas. Hein? Oui. Donc, c'est comme tout traître, il nie tout, il ne veut rien accepter. M. Saï a été consulté. Monsieur Saï, nous voyons photo M. Bouya avec les enfants de M. Saï. Oui, il y a une photo qui circule sur le net sur ça, oui, tout à fait. Oui, absolument. Oui. Et bien sûr, ce que je demande aux autres, c'est mais pourquoi vous n'aviez pas affiché ces photos avant? Il aurait fallu que ça soit connu de tout le monde. Donc, voilà. Monsieur Saï est consulté par Makosso Ier et voilà, il accepte, il y va, il n'avertit personne. Monsieur Mawel, pourquoi il aurait été consulté par le Premier ministre, M. Makosso, quand vous dites que le fils du président a été imposé au Premier ministre? Donc on peut imaginer que c'est le président qui a consulté M. Nsayi aussi, puisqu'il impose des ministres, d'après votre analyse. Hein. Le président, oui. Que ce qu'il a été consulté par M. Sassou ou qu'il ait été consulté par M. Makosso Ier, oui. Eh bien, dans les 2 cas, nous sommes en face d'un traître. Et vous savez que quelqu'un qui a trahi une fois trahira une deuxième fois. Alors lui, il a une réponse, il dit que lui, il a choisi de servir l'État. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un, peu importe son appartenance politique, de dire je vais servir l'État? Un peu comme Didier Deschamps qui dit que je récupère Benzema parce que l'État est au-dessus de moi. Est-ce que l'État n'est pas au-dessus pour tout Congolais quand on vous est appelé à servir le Congo? Moi je pose une question, c'est par rapport à ce que dit M. Nsayi. Vous savez que c'est le problème de tous les voleurs, de tous les traîtres, c'est d'accuser les autres. Oui. C'est de transformer les choses, c'est de vouloir faire croire, vous savez, il y a ceci qui est supérieur à cela.
Mais quel est le Congolais qui ne sert pas l'État congolais? Tout le monde sert l'État, quoi. Par contre, là, il ne s'agit pas de servir l'État congolais. Monsieur Saïd ne peut pas être à la fois membre d'un parti d'opposition et membre du gouvernement. Car vous savez qu'il existe ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Donc, monsieur Saïd, en s'alliant avec monsieur Makosso Ier, s'allie aussi avec monsieur Sassou Nguesso et s'allie avec le PC. Et donc, du coup, il ne peut pas être avec nous. Il n'est pas avec nous. Monsieur Saïd n'est pas avec nous. D'accord. Vous l'avez suspendu de ses fonctions, mais vous ne l'avez pas exclu du parti pour l'instant. Mais monsieur Kawi, si vous me permettez, j'ai une question à poser à monsieur Mawel. L'exclusion est prononcée par vous savez, nous sommes encore dans la le bureau politique va se réunir et la commission de contrôle et d'évaluation qui a été saisie notamment par moi qui vous parle, notamment par moi qui parle, elle va siéger pour donner un avis. Le bureau politique va siéger pour donner, pas un avis, mais donner une sanction claire et nette. Et le Conseil national va enfin entériner ce qui aura été proposé par la commission de contrôle et d'évaluation et par le bureau politique. Donc, monsieur Mawel, s'il vous plaît, est-ce que c'est une tradition chez vous? Est-ce que c'est une culture au niveau de l'UPADES? Est-ce que la trahison est une culture au niveau du PADES? On ne peut pas dire ça, monsieur Gaïno, on ne peut pas dire ça. Monsieur Mawel, vous savez, vous pouvez lui répondre. C'est une question que je pose. D'accord, on ne peut pas dire ça parce qu'eux, ils ne peuvent pas prévoir qu'il y ait des trahisons. Vous savez, monsieur Gaïno, qui ont trahi Marie Ngouabi, qui n'est pas de mes amis, qui n'était pas de mes amis, mais ceux qui ont trahi Marie Ngouabi, on prétend qu'ils sont toujours là. On prétend qu'ils sont toujours dans le parti de monsieur Sassou, de monsieur Marie Ngouabi. Et si nous parcourons la sphère politique mondiale, eh ben les traîtres, il y en a. On ne fait pas de la trahison par prédiction, ça n'existe pas. On trahit à un instant T. Et ceux qui trahissent, nous les vomissons. Nous avons vomi M. Kerma Biala, nous avons vomi M. J'aurais dû commencer par lui, Clément Mwamba, nous avons vomi M. Kusuma Vungu. On va dire que vous les avez exclus plutôt que vomis. Vous les avez exclus de votre parti parce qu'ils n'ont pas respecté votre politique. Monsieur. Oui. Les choses-là sont écrites dans nos statuts et dans nos règlements intérieurs. C'est écrit, c'est très clair. D'accord, je vous pose une question. Mais je vous repose la question. D'accord. Permettez-moi de vous reposer la question. Est-ce que l'État n'est pas au-dessus? Je vais poser la question à M. Ndion, il vous répondra après. M. Ndion, est-ce que l'État n'est pas au-dessus quand l'État demande à un Congolais qui a une compétence donnée dans un domaine donné, l'État, le président ou le Premier ministre peut dire j'ai vraiment besoin de vos compétences ici, là, parce que je sais que vous êtes capable. Est-ce que l'État n'est pas au-dessus de ça? Je suis d'accord avec vous, pas à 100%, à 1000%, que l'État, dans tous les pays du monde entier, et notamment au Congo, est au-dessus de tous les citoyens. Pourquoi je le dis? Monsieur Mavungu, Monsieur Mabiala, Monsieur Clément Mwamba, et aujourd'hui, Monsieur Saïd, ce sont des Congolais qui ont été formés par l'école congolaise, par l'État congolais. Et on a vu en France, Monsieur Besson, Monsieur, comment on l'appelle, Kouchner, on a vu, là vous avez Monsieur le maire, qui sont aussi, comme dit M. Mawel, considérés comme des traites, mais qui eux considèrent qu'ils servent d'abord l'État, donc ils sont au-dessus. Donc vous pouvez continuer. Mais bien sûr que oui. C'est-à-dire que tout Congolais, normalement, l'État est au-dessus de lui. Et l'État, à un moment donné, comme vous le dites si bien, lorsqu'il a besoin de tes compétences,
compétences, de tes qualités. Il fait appel à toi pour occuper des hautes fonctions, des hautes responsabilités. C'est-à-dire mettre ton expertise au service de la nation, ce n'est pas de la trahison, pas du tout. Et puis il faut savoir que, M. Kayous, il y a l'un des problèmes majeurs en ce qui concerne le département, le portefeuille qu'occupera M. Saï, c'est l'électricité. Et M. Mawel le sait très bien. Est-ce que vous pensez que l'électricité a une coloration politique? Moi, je vis à Brazzaville, je sais ce que ça veut dire le délestage. Mais la personne qui trouvera la solution du délestage là, mais qu'il soit de gauche, de droite, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, c'est un problème national, c'est une préoccupation nationale. Lorsque le président Lambik estime, ou bien lorsque Anatole Colinet Makosso, le Premier ministre, estime que M. Saï a des compétences, M. Saï est courageux, M. Saï peut porter une solution aux problématiques d'hydrocarbures, aux problématiques de l'énergie en République du Congo, fait appel à lui. Écoutez, c'est patriotique, c'est un comportement patriotique. Il n'y a pas de souci. Il doit accepter parce que l'État est au-dessus de tout le monde. D'accord. Une question. Est-ce que ce qui ressort aussi, c'est que M. Ntaï est un philosophe, professeur de philosophie. Est-ce que là, il est à sa place en tant que ministre de l'électricité et des eaux et de l'eau? Mais vous savez qu'est-ce que c'est une fonction ministérielle, hein? Une fonction ministérielle, par définition, est d'abord hautement politique. Ensuite, il ne travaille pas tout seul, hein? Il se fait encadrer, il a un cabinet d'experts, s'il vous plaît. Aux États-Unis, il fut une année où, vous savez très bien, on a eu comme président un acteur de cinéma. OK? Mais on se disait, mais un acteur de cinéma comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il était le premier président des États-Unis qui a gagné 2 mandats consécutifs. Sa réussite avait un secret. Le secret, c'était lequel? Il s'est fait entourer des plus grands experts américains, chacun dans son domaine de compétences. Donc, M. Saï, il a beau être un philosophe, s'il se fait bien entourer par un très bon cabinet composé d'experts, il peut faire du bon boulot. D'accord. Monsieur Gaïno, vous, en tant que politologue, je reviendrai après à M. Mawel, excusez-moi. Monsieur Gaïno, vous qui êtes politologue, est-ce que, quelque part, le président Sassou n'est pas aussi en train de faire de la géopolitique en tant que stratège, de pouvoir diviser pour mieux régner en s'aimant une pagaille à l'UPADS, en s'aimant la pagaille par ici, et lui continue sur son chemin? Mais c'est ça, M. Kayous, c'est l'intelligence en politique, c'est toujours, il faut savoir diviser pour mieux régner. Et M. Sassou sait manipuler très bien, il connaît très bien les Congolais, il sait que ce sont des gens toujours à la recherche du bien-être, qu'ils n'arrivent pas à voir ailleurs. Il suffit seulement de leur tendre la main pour les coopter avec lui et puis ensuite déstabiliser les partis d'opposition. Il a toujours fait ça maintenant. Et malheureusement, justement, c'est ce qu'on peut déplorer dans le cas comme celui du Congo, où les cadres ne s'affirment pas comme cadres. Vous voyez, quand j'entends M. Dion citer les États-Unis en exemple, mais ce qu'il oublie, c'est que dans ces pays-là, le respect des règles est la première règle en soi. Ce que chacun doit d'abord avoir dans l'esprit, la Constitution de la République, on doit la respecter, on la respecte. Les règles établies, on respecte. Et là, on peut vous prendre. Et puis ensuite, vous voyez, lorsqu'on nomme un gouvernement, la première chose, c'est d'abord de mettre en place les postes, les besoins. De combien est-ce qu'on a besoin d'un ministre dans tel domaine, tel domaine? Et en ce moment-là, on cherche les compétences. Et on met les compétences. Parce qu'on définit d'abord les besoins. Avant de nommer le gouvernement, on définit les besoins. On ne peut pas nommer un gouvernement comme ça. Or, ce n'est pas le cas du Congo. On ne fait pas selon les besoins, mais on fait selon son bon vouloir, comment satisfaire X, comment satisfaire un tel, comment déstabiliser tel parti politique. Mais c'est pour son profit, donc c'est pour le profit du PCT et pour le profit du président. Donc, tout à fait. C'est pas une stratégie. Tout à fait. Non, c'est surtout pour le profit de M. Sassou, pour ne pas avoir des vrais opposants, de dire au peuple, voilà, ceux qui viennent vous dire je suis ceci, mais les voilà avec moi. Ils travaillent tous avec moi. Donc ne croyez pas en eux, croyez en moi. Oui. Mais ça marche. Monsieur Mawel, est-ce que ça marche? Et ça marche. Ça marche très bien. Monsieur Mawel, que pensez-vous? Est-ce que cette stratégie de division qui sème un peu la pagaille aujourd'hui chez vous et ailleurs, il n'y a pas que l'UPADS, il y a aussi d'autres partis qui se sont même d'ailleurs dissous. On a vu ça avec la famille Ngoni Bansari et la famille du défunt
Ganao. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de là, il n'y a pas une stratégie qui permet aujourd'hui de faire que le PCT, avec leurs leaders politiques, sont des maîtres dans l'art de division et de pouvoir rester au pouvoir? Et en face, l'opposition, elle ne tient pas. Non, en fait, la première partie de votre raisonnement est certainement vraie. La deuxième partie est plutôt fausse. Allez-y. Mais avant d'aller là-dedans, Oui. Monsieur Honoré Sailly, professeur de philosophie, est certainement le mieux placé pour savoir que Socrate a préféré prendre la ciguë qui entraînait automatiquement mort plutôt que de trahir son école et d'accepter les sophistes. D'accord. On ne sait pas s'il est adepte de Socrate. Alors oui. Socrate a dit non au sophisme et il a bu la ciguë, il en est mort. Il aurait peut-être été de l'école de Hegelien ou même de Ken ou un keynésien. On ne sait pas quelle est son école philosophique. D'accord? Donc Socrate, oui. Oh là là, écoutez, à l'époque de Socrate, on ne parle pas de tous ces jeunes dont vous voulez parler là. D'accord, d'accord. Allez-y dans votre argument. Donc oui, M. Ntaï est en... Oui. Et donc, lui qui est professeur de philosophie, il connaît ce cas de façon très claire. On a demandé à Socrate d'accepter les arguments sophistes et il a dit je ne peux accepter les arguments sophistes. Et on lui a dit alors dans ce cas, vous buvez la ciguë. Il a bu la ciguë, il en est mort. Est-ce que M. Sassou est un homme dont l'une des stratégies est celle de vouloir viser, de vouloir faire éclater les formations adverses qui ne lui conviennent pas? Oui, monsieur Denis Sassou Nguesso est cet homme-là. Mais c'est aussi ça la politique, monsieur Mawel, non? C'est pas ça la politique? Mais de pouvoir s'assurer que l'adversaire soit faible, comme dans un ring, dans une boxe. La boxe, c'est aussi avant le combat. Hein. Les boxeurs se mettent déjà à s'agresser. Il ne s'agit pas de s'assurer que l'adversaire soit faible. Il s'agit de s'assurer que soi-même, on est fort. Oui. C'est plutôt ça. D'accord. Vous voyez, monsieur Macron, il est aussi passé maître dans cet art. Dans cet art. Alors pourquoi l'UPADS, grand parti politique, ne le ferait pas? Ça ne se mettrait pas à ce diapason? Un parti politique qui est composé d'un... Il n'est rien qui soit moins maîtrisable que l'individu. Et donc, M. Sailly Honoré, en agissant de toute façon, agit en tant qu'individu. M. Sailly déclare lui-même qu'il trahit son parti. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit dans sa première interview. Je pense qu'il met un si. Hein. S'il a trahi, il viendra demander pardon. Lui, il est dans le pardon prédictif aussi. Il est dans le pardon prédictif. Quand il a trahi, mais relisez l'interview de monsieur Sailly, hein, c'est pas moi. Hein. Monsieur Sailly, oui, j'ai trahi mon parti, mais je reviendrai et je viendrai vous demander pardon. Ça, c'est l'indulgence. L'indulgence prédictive, c'est nouveau. Hein. Ça, je crois que c'est une invention du philosophe Honoré Sailly, l'indulgence prédictive. Mais moi, je dis, la trahison, elle est amère. La trahison n'est pas du tout quelque chose qui prévoit un pardon dans le futur. Même chez ceux-là qui prétendent être les bons, les meilleurs, je parle des chrétiens, tendance confondue, il n'y a pas de pardon prédictif. Ou bien je demande pardon aujourd'hui, à l'instant de ma trahison, ou bien je ne le fais pas.
D'accord. Cela dit, M. Mawel, ça dépend qui définit le mot trahison. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que l'UPADS, sa stratégie... La trahison n'a pas d'autre déclinaison. Hein. D'accord, mais dans le cas de M. Nsayi, dans le cas de M. Nsayi qui vous concerne, lui, il considère qu'il va servir l'État. Et vous considérez qu'il a trahi, donc il dit qu'il lui demandera pardon plus tard. Est-ce que l'UPADS, dans sa stratégie... Je peux juste terminer, M. Mawel. Juste terminer une minute. C'est M. Saïd qui considère qu'il a trahi son parti. C'est M. Saïd lui-même. D'accord. Mais je veux juste terminer. Est-ce que dans cette considération de trahison qu'il a, est-ce que votre stratégie de l'UPADS de ne pas aller aux élections n'a pas créé en interne des frustrations? Je ne pense certainement pas. Je ne pense pas parce que nous prenons cette décision de façon collégiale en Conseil national. Et M. Saïd est présent. Il aurait pu dire non. Moi, je me désolidarise d'où il ne l'a pas fait. Mais il a suivi la voie de la majorité, c'est tout. Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais dans la salle et c'est pas. Comment dire, j'étais dans la salle et c'est à l'unanimité que cela s'est fait. Il n'y a pas eu une seule personne qui a dit le contraire. Donc, vous ne pensez pas majoritaire. Je le sais d'autant plus que je suis parmi, je crois que j'étais le deuxième à parler lors de ce débat. Okay? Et quand j'ai fini de parler, toute la salle s'est levée, tout le monde a applaudi, y compris M. Saïd qui se trouvait à ce moment-là quelque part à ma droite. Je l'apercevais. Il était parmi ceux qui ont applaudi. D'accord. Pour vous, c'était à l'unanimité, tout le monde était d'accord. Est-ce que je peux, M. Ndion, est-ce que vous considérez que M. Gaïno aussi, entre vous deux, est-ce que vous ne considérez pas que la stratégie de l'UPADS de ne pas aller aux élections a aussi envoyé un message pour certains qui se sont dit nous ne sommes pas un parti qui veut prendre le pouvoir, nous ne voulons pas prendre le pouvoir, le PCT est un parti avec une ambition à rester au pouvoir, quitte à aller au PCT plutôt que de rester à l'UPADS, puisqu'il ne veut pas aller au pouvoir. C'est une possibilité. C'est une possibilité parce que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Mawel quand il dit que oui, ils ont beau, même si tout le monde était d'accord, une majorité, on va dire, absolue, de ne pas aller à l'élection présidentielle, mais je suis convaincu qu'il y a eu quand même des frustrations. Peut-être qu'ils ne se sont pas exprimés, mais il y a eu quand même des frustrations, ce qui fait que, on se dit, moi je l'ai toujours répété, et c'est une vérité axiomatique. Tout parti politique a pour vocation de gagner le pouvoir. Une fois que vous l'avez gagné, tout parti politique a pour vocation de se maintenir au pouvoir, de garder le pouvoir. On ne peut pas accepter une absurdité comme ça pendant un mandat. L'UPADS, grand parti de l'opposition, sinon le premier parti de l'opposition, se dit, même si c'est une majorité absolue, non, nous on ne va pas à l'élection présidentielle pour des raisons XYZ. Certainement, des frustrations ne se sont pas exprimées au public, comme le dit M. Mawel, mais il y avait des frustrations internes. Et voilà aujourd'hui les conséquences. Hier, c'était M. Mabiala, hier, c'était M. Clément Wamba, hier, c'était M. Mavungu, mais aujourd'hui, c'est M. Saïd. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. C'est le fruit de la mauvaise stratégie politique de l'UPADS, de ne pas être allé à l'autre. Et nous allons voir, paradoxalement, dans un an, là, en 2022, paradoxalement, ça sera criard, mais c'est comme ça, l'UPADS ira aux élections législatives. Monsieur Gaïno, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez Moi, vous savez, moi, je dirais tout simplement, il ne faut pas avoir un problème avec sa propre conscience. Moi, je pense que les cadres du PADS ont un problème avec leur propre conscience. Et c'est pour ça que j'ai eu à poser cette question-là. Parce que moi, je crois que quand on s'engage on s'engage pour une cause. Et on ne peut pas à un moment donné comme ça trahir son idéal, trahir sa pensée, trahir son groupe. C'est désolant. Et je suis inquiet pour le Congo parce que, vous voyez, c'est des cas de demain, vous travaillez dans un service et puis on vous tend l'argent, ben vous allez trahir votre pays. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est inné. Non, c'est inacceptable. Ce comportement-là est inacceptable.
les gens devraient signer des engagements. L'UPADES devrait prendre quand même des mesures plus adéquates. Quand disons que l'UPADES et tous les autres partis, il n'y a pas que l'UPADES. Parce qu'on l'a vu, mais on l'a vu avec M. Lefoba. On l'a vu avec M. Lefoba quand Lissouba était président. Oui, bon, Lefoba n'avait pas un grand parti, hein, monsieur. Il était au PCT. Il était au PCT. Bon, oui, mais bon. Mais c'est vrai, mais il faudrait quand même que les gens assument ce qu'ils veulent faire. D'accord. Au lieu de tromper toujours le peuple. Parce que c'est eux qui trompent le peuple. Après, ils sont les premiers à revenir vers le peuple. Parce que quand vous dites aux gens que voilà, moi j'adhère aux idées de l'UPADES ou bien du MCDI, ben, c'est que vous avez approuvé. Et il y a des gens qui vont vous suivre. Puis demain matin, vous les abandonnez pour changer de camp. Mais est-ce qu'ils pensent à leur peuple, à leurs militants? Mais c'est ça aussi être un homme. C'est savoir ce qu'on fait. On ne peut pas voltiger comme ça de fleur en fleur au bon gré parce qu'on vous tend la main. Mais demain matin, si vous êtes dans les institutions, vous êtes, je ne sais pas moi, on vous tend la main, un ennemi vous tend la main, vous allez vite partir parce qu'il y a de l'argent. C'est grave ce qui se passe au Congo. Alors, question, c'est grave. Oui, question à vous tous. Vous avez vu le gouvernement? On m'a fait faire une remarque et j'ai été regardé. 2 ministres de la République, en plus de celui qui a été rattrapé, comme on dit au Congo, il y a une liste additive qui a été rattrapée donc, au gouvernement. Il y a 2 ministres. Donc vous avez le ministre Ngolondele qui a le titre de, je vais vous retrouver ça, il est ministre de sport et on lui a donné la formation qualifiante et l'emploi. Et vous avez également le ministre M. Mankassa Ebom, qui est ministre d'enseignement technique et professionnel. Lui aussi, il a la formation qualifiante et l'emploi. Comment ça se fait que 2 ministres aient les mêmes fonctions? Et est-ce que le secrétariat général du gouvernement n'a pas vu cette erreur-là? C'est un peu la légèreté ou c'est juste la précipitation de publier un gouvernement? Monsieur Caillou, je voudrais dire tout simplement que cette confusion date depuis très longtemps. Depuis très longtemps au Congo, on a toujours juste ça. Et on a vu, par exemple, le ministre de l'agriculture avec le ministre de l'élevage, le ministre je ne sais pas de quoi. Et toujours, mais c'est pour ça que je disais que lorsqu'on définit, on veut monter vraiment un vrai gouvernement, on définit d'abord les besoins. Puis ensuite, on place les hommes. Or là, ça montre bien que on veut tout simplement satisfaire et on est en train de bricoler les choses et puis finalement, on sème cette confusion-là. Aujourd'hui, il y a un ministre chargé. Mais l'enseignement, par exemple, je prends l'exemple de l'enseignement. Mais dans l'enseignement, il y a une verticalité. Comment voulez-vous scinder ministre de l'enseignement primaire, je ne sais pas moi, machin, et puis ministre de l'enseignement supérieur? Mais il y a toujours une verticalité au niveau de l'enseignement. Il y a une cohérence dans ce qu'on fait. On ne peut pas scinder. Vous voyez, donc, on fait des choses comme ça parce qu'il faut, bon, j'ai mon beau-fils là, il faut qu'il ait un poste, j'ai un autre beau-fils là-bas, mais il y a aussi le fils d'un tel, il y a le fils d'un tel. Il faut satisfaire tout le monde. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que... En voulant... Monsieur Gaïno, est-ce que c'est juste parce qu'on veut satisfaire les enfants de XY, ou plutôt dans la culture, comme vous dites, congolaise, il faut satisfaire des régions, des villages? Mais il y a tout ça, tout est mêlé. Bon, il faut satisfaire les régions, il faut faire la géopolitique, il faut satisfaire tout le monde, mais il faut aussi satisfaire sa propre famille, il faut satisfaire les besoins des amis, il faut satisfaire... Vous voyez, donc finalement, ce n'est pas pour l'intérêt de la nation. C'est un gouvernement que l'on fait pas dans l'intérêt, pas pour le travail. Parce que vous allez voir ce gouvernement-là. Est-ce qu'il pourra véritablement travailler? Déjà, pléthorique en même temps, avec beaucoup de confusion. Vous avez un ministre des Affaires étrangères, vous avez un ministre qui est chargé, je ne sais pas moi, des relations internationales avec un pied par-ci, un pied par-là. Vous ne pouvez pas travailler. Et quand il faut aller en mission, qui doit aller en mission? Et quand il faut répondre à des appels, qui doit répondre? On ne sait pas. Oui, c'est vraiment de la bouillabaisse, c'est n'importe quoi. Et depuis très longtemps, on assiste à cette bouillabaisse-là, et puis on nous dit, bon voilà, parce que par esprit imitatif, il faut un gouvernement. On nomme un premier ministre. On fait ceci, on fait cela. Et le résultat, le Congo s'enfonce dans son trou. Monsieur du temps pour le sortir. Monsieur Dion, on ne va pas nier les compétences des ministres et on ne va pas dire qu'ils n'ont pas compétences. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 2 ministres peuvent avoir les mêmes titres? C'est une très bonne question, hein. Une très bonne observation d'abord, qui est pertinente.
est-ce que dedans, moi aussi je me pose la question, est-ce que dedans il y aura un partage de DAS, un partage, ce que nous appelons management domaine d'activité stratégique? Est-ce qu'il y aura une délimitation de périmètre? Je ne sais pas. J'ai réfléchi aussi sur la question, je me suis dit, mais quelle réflexion a amené son Excellence Monsieur Clément, je dis Clément Mwamba, Monsieur Collinet Makosso dans cette identification-là bicéphale. Bon, je ne sais pas comment il va les départager. Je pense logiquement qu'à un moment donné, il va les appeler pour dire que voilà, ta compétence commence ici, va s'arrêter là, et ainsi de suite, parce que sinon, c'est effectivement tautologique. De la même manière, comme le disait mon frère Gaïno tout à l'heure, finalement, je me rends compte que c'est un exercice difficile. Hein. Comme le disait mon frère Gaïno tout à l'heure, nous avons un ministre des Affaires étrangères. Ensuite, nous avons également, bon, généralement, ça va de pair avec la coopération internationale. Il s'appelait d'abord comme ça, d'ailleurs. Il s'appelait ministère des Affaires étrangères, virgule, de la coopération internationale et des Congolais de l'étranger. Bon, là, actuellement, on a enlevé la coopération, on a laissé ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, et on a pris la coopération internationale, on l'a filé avec le développement, enfin, comment tu appelles ça, la promotion du partenariat public. Bon, écoutez, ce que je peux dire, M. Caius, c'est que c'est un exercice difficile. La composition d'un gouvernement est un exercice difficile pour la simple raison, comme l'a dit Gaïno tout à l'heure, il faut répondre à beaucoup de critères. Vous avez les critères de compétences, vous avez les critères de diplôme, vous avez des critères politiques aussi, hein, parce que bon, c'est un parti politique qui a gagné les élections, donc voilà. Et vous avez des critères aussi de géopolitique, de stabilité, d'équilibre. Vous avez aussi des critères de pesanteur sociale, parce qu'il faut tenir compte des 12 régions. Il faut que les 12 régions, 12 départements, il faut que les 12 départements soient représentés dans le gouvernement. Et on a toujours vu que dans tous les gouvernements, toutes les régions doivent être là, tous les départements doivent être là. Au-delà même des départements, on doit considérer même parfois certaines ethnies ou certaines tribus, etc. Donc, de telle sorte que toute la représentativité nationale se retrouve au sein du gouvernement. Et nous avons vu, comme vous l'appelez là, le ministre qui a été rattrapé. Parce que bon, il faut répondre à... C'est un cas unique au monde, hein, monsieur Dion. C'est un cas unique au monde. Étonnant. C'est un cas unique au monde, ça n'existe nulle part. Monsieur Mawel, est-ce que pour vous, cette confusion de postes ou ce rattrapage, comme on dit au Congo, une liste additive, il y en a qui attendent encore d'autres, on aurait pu cru que selon la Constitution, ce que j'ai compris, selon la Constitution congolaise, quand on ajoute un ministre, c'est qu'il y a un remaniement léger du gouvernement, donc on aurait dû toucher quelques postes, quitte à même nommer d'autres personnes. Est-ce que ce n'est pas parfois aussi, ce n'est pas ça aussi un peu ce qui fait dire aux Congolais que bon, rien n'a changé dans le mode de travail? Ben, écoutez, entre le népotisme et tous les autres ismes que l'on peut invoquer, nous retrouvons avec un gouvernement où il y a des choses confuses. Nous avons 2 ministres des Affaires étrangères, finalement. Nous avons 3 ministres de la formation et l'enseignement. De l'enseignement. Et donc, nous retrouvons avec quelque chose de complètement confus. Et surtout, vous avez remarqué, vous n'avez pas manqué de remarquer qu'il a fallu 6 semaines pour nommer un Premier ministre et 48 heures pour nommer un gouvernement. C'est disproportionné. C'est totalement disproportionné. Et cela prouve, quand je dis qu'on impose à M. Makosso Ier un certain nombre de ministres, oui, on les lui impose. Oui, on les lui impose. On lui dit, voici la liste, mettez votre signature en bas à droite. Là où c'est marqué Premier ministre, vous mettez votre signature. Et c'est ce que M. Makosso Ier a fait. Bien entendu. C'est un peu léger quand même. Non, c'est une réalité, c'est pas léger. Mais justement, c'est que
le premier texte qui nous a été qui a été rendu public montrait des formulations exactement les mêmes plusieurs ministères. Ensuite, le papier qui a été sorti faisait quelques corrections et nous avons eu le rattrapage qui s'est fait après la dernière minute. Hein. Ça n'existe qu'au Congo. C'est une nouveauté, ça. Non. Cela est tout simplement la preuve de l'impréparation dans laquelle tout cela est fait. De la précipitation dans laquelle on s'est plongé. Et peut-être, c'est le signe de certaines querelles dans les sphères du pouvoir, dans les sphères proches de M. Bini Sassou Nguesso. Il doit y avoir des disputes, il doit y avoir de l'impréparation. Et M. Makosso Ier subit tout cela. Le pauvre. Moi, le pauvre, il a voulu. Hein. Moi, ce que j'en dis, c'est que de cette bouillabaisse, il va sortir quelque chose de puant, quelque chose que les Congolais ne comprendront pas du tout. On a vu des gens, d'ailleurs, faire la fête, hein. Oui, on a vu. Ça a circulé. Oui, on a vu. On a vu faire la fête. Tout à fait. On est en train de repêcher, d'ailleurs, une personne qui avait été vomie pour la ramener. Pour quelle raison? Il faut bien se poser des questions. On va dire pour sa compétence. Entre-temps, on l'a renvoyée parce qu'elle n'avait plus de compétences. Parce qu'elle avait été indiscrète. Et d'autres disent qu'elle a été piégée. Donc elle a appris la leçon et on l'a pardonnée. Monsieur Kawi, les raisons sont diverses, mais ça ne tient pas. Je vous l'accorde. Vous savez, monsieur je vous l'accorde. Monsieur Ebelebe, oui. le gouvernement d'un pays, fut-il un petit pays de 4 à 5 millions d'habitants comme le nôtre, fut-il un petit pays de 352 500 km² comme le nôtre, le gouvernement d'un pays, c'est quelque chose de très sérieux. Tout à fait, monsieur Noël, je suis d'accord avec vous. En Angleterre, elle ne serait plus du tout revenue. Sa carrière politique serait terminée. Hein. Mais le modèle français est bien différent du modèle français. C'est ça le problème. Le modèle anglais est différent. Et quand monsieur Ndion évoque la géopolitique, la représentation de tout le monde, oui. Dans tous ces gouvernements, il n'y a aucun pygmée. Dans tous ces gouvernements, il n'y a aucun pygmée. Hein. Ça veut dire que cette représentation, il faut représenter tout le monde. Ouf, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je suis même sûr que ce n'est pas du tout vrai. Hein? Je n'ai jamais vu un pygmée au gouvernement. J'en ai vu un dans l'armée. Hein? Il habitait ma rue, d'ailleurs. D'accord. C'est un problème national, M. Mawel, c'est un problème depuis plusieurs présidents qui n'est pas propre au gouvernement actuel. Je pense que ce que vous dites est quand même est très grave parce que c'est vrai que la représentation nationale n'y est pas du tout depuis longtemps. On ne voit pas les pygmées, on a très peu vu les handicapés au gouvernement. Peut-être sous l'Issouba, on a vu M. Ndiédoné Ngoma, mais très peu. C'est une vérité, il y a vraiment une représentation qui est bien marquée. Et d'ailleurs, moi qui défends les Congolais de l'étranger, là aussi, nous ne sommes pas du tout représentés. On n'est pas pris en compte. Voilà. Ça, c'est vrai, ce que vous dites. L'observation de M. Mawel est pertinente. Effectivement, il n'y a pas... Je n'ai jamais vu, depuis 1960, qu'on a accédé à l'indépendance, notre pays, le Congo, jusqu'à aujourd'hui, un gouvernement dans lequel on trouverait un pygmée, effectivement. C'est pertinent. Et c'est pertinent aussi ce que vous dites, M. Cayus, que les Congolais de l'étranger ne sont pas représentés. Mais au-delà de ça, il faut savoir que pour les Congolais de l'étranger, on peut appuyer en disant même que les Congolais de l'étranger ne votent pas.
depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, Donc, ils il y a sont pas certains importants. Congolais de l'étranger parfois qui sont pris. Parfois, certains Congolais de l'étranger sont pris pour occuper des postes de responsabilité ministérielle. Nous avons vu bienvenue au Kémi, par exemple, il a été pris en 2009 pour assumer des responsabilités Il a été pris pour sa gouvernementales en compétence, tant mais que pour ne pas porte- être au service des compatriotes de l'étranger. Ce qu'il faut, c'est Oui, ça c'est accumuler. autre chose par Voilà, contre. c'est différent. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai par contre. Moi, personnellement, j'ai fait une proposition. J'avais fait une proposition pour qu'il puisse avoir création d'un ministère des Congolais de l'étranger et de la francophonie, de telle sorte que quelqu'un de l'étranger, quand même, aux États-Unis, en France, en Europe, un peu partout, un Congolais de l'étranger, quand même, quoi, soit représenté et puisse avoir un portefeuille ministériel. Mais peut-être que ça viendra un jour. Qui sait? C'est ce que dit M. Mawel avec les Pygmées. On n'a pas représenté les Pygmées. On ne représente pas vraiment la nation à tous les niveaux. Et moi, nous arrivons forcément à la fin. Donc, je voudrais quand même qu'on aborde un thème qui est très important. C'est ce qui brûle en ce moment, le torchon qui brûle entre la RDC et le Rwanda. Le président Kagame a fait une interview qui a poussé le président Tshisekedi à, certes, apaiser, mais quand même à répondre. Le président Kagame, on l'a interviewé, on lui posait la question de ce qui se passait en RDC, à l'est de la RDC, et qu'il y avait un problème grave, qu'il y avait un génocide. Il a complètement nié, sans entrer dans ce jeu politique. Est-ce que pour vous, cette guerre Rwanda-RDC ne préfigure pas un peu les problèmes que les Africains ont l'habitude de nier? Quand c'est l'Europe qui s'implique, les Africains sont prompts à répondre. On a vu avec la France et le Rwanda. Et quand c'est entre Africains, le Rwanda dit, il balaye du revers de la main, circuler, il n'y a rien à voir. Le Rwanda n'est pas le seul. Le Rwanda n'est pas le seul à le dire. Aujourd'hui, on a vite fait de considérer comme un génocide ce qui s'est passé en 1994. Mais depuis cette date-là, il y a eu un véritable génocide qui s'est passé de l'autre côté du lac, c'est-à-dire en RDC, où les forces rwandaises, organisées d'une manière ou d'une autre, ont poursuivi, ont exécuté, ont trucidé autant qu'ils ont pu les personnes qui s'y étaient réfugiées. Il y a un rapport international qui le dit. Les dénégations de M. Kagame ne peuvent pas être prises au sérieux. Et d'ailleurs, je suis parmi ceux-là qui pensent que M. Tshisekedi a confondu le fait d'être le numéro 1 de l'Afrique en ce moment-ci, oui, le fait de savoir ce qui s'est passé réellement. Aujourd'hui, monsieur semble avoir les mains liées. Il ne parle pas. Il est silencieux. Il est quoi? Il est tétanisé. Ce n'est pas normal. Il doit être capable de dire, si vraiment il ne voulait rien dire, il devrait dire, ce que le rapport a dit, nous allons le vérifier. Mais je ne sais pas ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a un deal secret entre M. Kagame et M. Tshisekedi, incluant forcément M. Kanambe, alias Kabila? Il faut bien qu'on nous le dise. Parce qu'il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres. Il y a eu que des différents mouvements qui s'appellent M23, qui s'appellent peu importe, ou des AFDL, ou des autres. Et justement, c'est les autres qui nous intéressent. Les autres qui ont commis des massacres de toutes sortes en République démocratique du Congo, lesquels autres venaient toujours du Rwanda. Ben, il faut avoir le courage de dire il y a eu un génocide de ce côté-là. Il y a eu un génocide
dans les savanes et les forêts de la République démocratique du Congo, perpétuées par les hommes de Kagame. Kagame, c'est cet homme qui est capable d'aller vous enlever. Même quand vous êtes, je ne sais plus si c'était au Koweït ou je ne sais pas où. Il est capable de venir vous tuer dans votre chambre d'hôtel en Afrique du Sud. Il est capable de venir vous enlever en France. Alors, si ce de façon claire, mais vers quoi allons-nous? Quelle Afrique voulons-nous faire? Une Afrique où les prédateurs sont laissés libres, ou bien une Afrique où il existe une justice, une véritable justice qui pointe du doigt tous ceux qui ont commis des actes ignobles, des actes inacceptables. Il faut qu'on puisse me le dire. D'accord. Monsieur Dion, vous pensez quoi? Ce torchon qui brûle entre l'Afrique, entre la RDC et le Rwanda? Inquiétant. Moi, je pense que son Excellence le président Tshisekedi a manqué de sagesse quand même, hein, de sagesse, parce que on ne peut pas ignorer un fait historique comme celui-là, le génocide qu'il a dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 1999 avec le génocide rwandais là, depuis la présidence de Kabila père, depuis la présidence de Kabila fils, jusqu'à lui aujourd'hui, nous savons très bien ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, il ne peut pas se permettre d'être léger comme ça. Non, c'est un manque de sagesse de sa part. Ça, c'est des faits historiques, avérés, vérifiables, que les gens vivent tous les jours. La preuve est qu'ils ont un célèbre médecin là-bas qui est devenu, il a eu un prix Nobel d'ailleurs, hein, le réparateur des femmes. Mais c'était des femmes qui étaient violées, excisées, tuées, défigurées, voilà, par tous les Rwandais qui sont au niveau de la frontière. Enfin bref, donc je pense que, voilà. Maintenant, Kagame, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la politique. Au nom de quoi? Je peux dire au nom peut-être de la stabilité de la sous-région, parce que ne faut pas ignorer que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo peut avoir des dérivés, peut avoir des conséquences sur l'ensemble de toute la région. Voilà pourquoi il fait d'ignorer l'histoire, Kagame, en disant non, circuler, il n'y a rien à voir. Que voilà, il n'y a pas de problème à l'est de la République démocratique du Congo. On sait très bien quel est le pillage des ressources du sous-sol, du sol et du sous-sol qui sont faits à l'est de la République démocratique du Congo, qui contribue au développement socio-économique du Rwanda. Tout le monde le sait, le pillage qui se fait là-bas. Donc, il joue de la politique. Il exploite la naïveté, l'inexpérience politique du président Tshisekedi, c'est tout. Il utilise ça de la même manière qu'il a utilisé Kabila père, il a utilisé Kabila fils, il va aussi utiliser Tshisekedi. Vous allez voir qu'il n'y aura aucune réaction. D'accord. Monsieur Gaïno? Oui, mais vous savez ce qui est regrettable dans cette affaire-là, c'est de voir monsieur le président rwandais nier les faits. Et ça, c'est quand même désolant parce que deux pays frontaliers ont besoin de s'entendre pour le développement mutuel de leur peuple. Malheureusement, lorsqu'il y a des conflits, cela empêche le développement économique, l'épanouissement des populations, tout cela. Et nier ce fait-là, je crois que c'est aussi déjà se rendre complice de ce qui se passe dans cette zone-là. Le conflit dure depuis très longtemps, les forces internationales sont là, donc il ne peut pas nier. Moi je l'ai suivi ce matin, quand il disait que voilà, le docteur, en fait pour lui, ce qu'il dit, c'est du mensonge. C'est complètement ahurissant d'entendre ça d'un chef d'État de la tranche de M. Kagame qui aujourd'hui a tout fait pour donner une bonne figure à son pays, qui travaille vraiment pour son pays, qui le développe. Et c'est regrettable parce que l'Afrique a besoin peut-être de l'unité. Il faudrait que les autorités comprennent que ces combats-là nous retardent et que la RDC et le Rwanda sont deux pays voisins et que ce genre d'agression ne doit pas être accepté ni par l'un ni par l'autre.
Et je crois que les autorités de la RDC prendront vraiment toutes les mesures nécessaires pour éviter ce genre de conflits qui perdurent et qui aujourd'hui déstabilisent cette partie de la région. Voilà ce que je peux dire sur ce point-là. D'accord, alors pour terminer, mais vraiment pour terminer, c'est la dernière question, je vous demanderai d'être très bref, s'il vous plaît. Est-ce que M. Ndion, vous pouvez commencer? Ensuite, M. Mawel et Gaïno, M. Gaïno, vous êtes là, vous allez conclure. M. Ndion, je commencerai par vous, pour conclure vraiment, c'est la dernière question. Est-ce que le retour de Benzema, l'équipe de France, celui qui était banni, qui était comme l'indésirable, il a été pardonné, rappelé. Est-ce que pour vous, Makosso, premier, va aussi coïncider avec un pardon des prisonniers politiques ou pas politiques, mais des prisonniers célèbres en prison pour que le Congo rentre dans une ère nouvelle? Le retour dans l'équipe de France de M. Benzema est une bonne chose. Pourquoi? Tout simplement par rapport à un seul critère, la compétence. Un très bon joueur, de très grand niveau, ayant un impact psychologique considérable, ayant un effet d'entraînement considérable sur l'ensemble de l'équipe. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Combiné avec les compétences qui sont sur le terrain, notamment avec le petit Mbappé, je pense qu'ils feront un très bon duo. Un très, très bon duo. Maintenant, je pense que tout le monde souhaite un apaisement toujours. Moi, j'ai toujours dit, selon moi, j'ai toujours dit que ce serait bien que ce soit M. Kobi Salissa, que ce soit M. Jean-Marie Michel Mokoko, et d'autres, qu'il fasse, et tous ces jeunes qui sont en prison, et d'autres, qu'il demande la grâce présidentielle, et tel que je connais son excellence, le président Denis Sassou Nguesso, il va les gracier. Et ce sera une très bonne chose, effectivement, que ces hommes politiques de grande envergure soient graciés par le président de la République pour pouvoir apaiser quand même la société. C'est pas mauvais. Maintenant, si son excellence, monsieur, le Premier ministre actuel, M. Anatole Makosso, va dans ce sens-là, eh ça sera très bien. La dernière interview avant l'élection présidentielle, avant la proclamation des résultats de l'élection présidentielle dernière, je pense que c'était TV5, Europe, qui a dû poser... Télésud, voilà. Télésud qui a dû poser la question au chef. Le chef a dit que ce n'était pas à exclure. Bon, donc soyons optimistes. D'accord. M. Mawel, pensez-vous que le retour de Benzema sera pour le Congo aussi un moyen de pardonner et puis de dire nous allons reconstruire le Congo avec toutes les fils et toutes les filles de ce pays? Alors, moi, je suis de ceux qui ne font pas le lien le football français et la politique congolaise. Oui. Mais partant du foot français, Benzema a été pendant pratiquement 6 ans pour des raisons complètement futiles. Des raisons futiles, on dirait en lingala makambo kusakana. Oui. Et heureusement que la France a quand même gagné la Coupe du Monde. Car vous avez constaté vous-même que le numéro 9 attitré Giroud n'a marqué aucun but pendant toute la Coupe du Monde. Aucun but. Et que pendant ce temps, M. Benzema brillait là où il se trouve, au Real de Madrid. Donc, on ne peut pas du tout dire la France veut gagner et on écarte les meilleurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas imaginable. Et je pense que le coach français a réfléchi et il s'est rendu compte qu'il avait absolument besoin. Il avait absolument besoin de Benzema et c'est de cette façon-là que nous voyons le retour de Benzema pour ce qui concerne le Congo. Car j'ai constaté que notre ami Salinien a encore fait un détour pour arriver à faire. Et bien
suivre dans ces circonvolutions et dire le cas de M. Mokoko et de M. Okombi Salissa relève de ce que M. Denis Sassou Nguesso aime punir ceux qu'il considère comme des traîtres pour lui. Et là, il est en train de les punir. Et là, il va peut-être considérer que la punition est terminée. Et là, il veut peut-être les libérer. Croyez-moi, il n'y a qu'une seule personne qui sache de quoi il s'agit. Et cette personne s'appelle Denis Sassou Nguesso. Autrement, un pays est tellement mieux quand il n'a pas de prisonniers politiques. Un pays est tellement mieux quand il n'a pas de prisonniers politiques. Un pays est tellement mieux quand on peut circuler librement. Un pays est tellement mieux quand il n'y a pas de bébés noirs. Un pays est tellement mieux quand chaque citoyen sait que s'il arrive dans un commissariat, il ne va rien lui arriver. Et nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe. Oh là là, Le téléphone qui sonne. le commissariat de Yoro là. Oui. Et un pays est tellement mieux quand les gens sont payés pour le travail qu'ils ont fait, quand les retraités reçoivent leur pension. Aujourd'hui, un colonel à la retraite qui a été roué de coups, tout simplement parce qu'il a osé réclamer le paiement de sa pension. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de blessés parmi les travailleurs de la mairie de Pointe-Noire, Tout à fait. qui sont des personnes qui ont simplement osé dire 7 mois de retard de salaire, c'est trop. Je ne parle pas de l'hôpital de Luangili, qui est dans ce genre de situation depuis plus de 5 ans. Donc, il y a de nombreux problèmes à régler dans notre pays. D'accord. Pour ne pas pouvoir les comparer avec le retour de bonne D'accord. le retour à la paix D'accord. véritable à D'accord. faire au Congo, le retour au paiement régulier des salaires, des retraites, Monsieur Mawel, il faut conclure. On va passer monsieur Gaino, s'il vous plaît. Monsieur Mawel. J'ai l'impression que Gaïno a dû... Non, Ah non. non, il est toujours là. Non, non, je vous suis. Il Non, vous suit, je hein. suis. Il est là. Je suis là. J'attends que. Oui. Oui, bon, moi, je vais dire que je ne veux pas lier les deux situations. C'est vrai, mes prédécesseurs l'ont dit, le retour de M. Benjamin, c'est un besoin par rapport aux compétences dont il fait preuve. Aujourd'hui, c'est un grand joueur qui excelle là où il est. Et quand on veut gagner, eh bien, on cherche l'excellence. On cherche les gens qui sont capables, qui ont des compétences. Donc, des bons joueurs. Mais au Congo, on ne cherche pas les bons joueurs parce qu'on n'a pas envie de gagner. Et comme on n'a pas envie de gagner, ben, on prend la médiocrité, on met en valeur. Et les bons, ben, écoutez, soit on les met en prison, ou soit on les laisse fuir, ou soit on les laisse de côté. Et ce qui se passe aujourd'hui au Congo est flagrant et regrettable. Après une telle élection, avec des attentes que nous connaissons tous, on connaît la situation du Congo.